courante. Voilà la réflexion de notre compatriote Paco Mugué, que je salue au passage. Voilà les incongruités de l'exécution quotidienne de la nouvelle constitution de Faure Gnassingbé. Dans un délire de violation totale. C'est-à-dire, on ne lui a pas expliqué suffisamment ce qu'on était en train de lui proposer. Il est rentré dedans et aujourd'hui, il est en face d'énormes difficultés. Et on est dans une bouillabaisse institutionnelle pas possible. Donc, moi, je laisse le débat aux juristes et je leur demande de venir éclairer notre lanterne sur ce qui se passe là. Est-ce que Sandra Johnson est la secrétaire générale du conseil? Si c'est le cas, le conseil existe. Il est où le conseil? Quel instrument juridique a institué le conseil? Est-ce que le conseil est différent du gouvernement? En réalité, Sandra Johnson n'est que la secrétaire particulière de Faure Gnassingbé. Et tel que pris, elle n'a aucun droit de contresigner un acte de délibération du conseil des ministres. Stanislas Baba, oui, mais elle, non. Mais je laisse le débat aux juristes de venir éclairer notre lanterne. Voilà ce que moi j'ai à expliquer avec vous. Alors, je vais passer à la question de l'AMU. Excusez-moi. J'ai reçu aujourd'hui de mes compatriotes beaucoup de dossiers. C'est vrai que j'ai mes propres dossiers. J'ai reçu beaucoup de dossiers de mes compatriotes. La question de l'AMU. Un instant, je vais chercher les documents. Ah là 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 là. Alors, voilà. Je ne vais pas... j'invite les fonctionnaires, les syndicalistes à venir suivre ce que j'ai à dire sur l'AMU. Et c'est assez délicat, ce que j'ai à dire sur l'AMU. C'est très, très grave aussi, ce qui se passe avec l'AMU. Et je vais vous lire le témoignage que m'a envoyé un compatriote sur la question de l'AMU. Alors, salut mon frère. Je voudrais... la personne est partie du cas de Togocel ou Yass, je ne sais pas comment l'appeler. Il me dit, bonjour mon frère, il y a trop d'anomalies sur ce cas d'AMU qui est devenu carrément de la narque administrative. Tu sais, au niveau de Yass actuellement, au-delà de ce qu'ils prélèvent sur leur salaire chaque mois, ils prennent aussi l'AMU sur les primes. Et enfin, pour ceux qui partent à la retraite, ils prennent sur le solde de tout compte aussi. Le solde de tout solde, le solde, c'est ce qu'on donne aux partants à la retraite. C'est-à-dire, quand on calcule vos droits à la retraite, lorsqu'on vous paye, vous partez à la retraite, on prélève l'AMU sur ça. On prend l'AMU partout. On prend l'AMU partout. Du coup, ça pénalise tout le monde. Et c'est beaucoup de sous. Il y a 3 personnes qui sont parties à la retraite ces 3 derniers mois. Ils ont été prélevés 2 800 000 pour un, 2 500 000 pour l'autre et 2 200 000 pour le troisième. Ce qui n'est pas du tout normal. On prélève de l'AMU sur la pension des retraités chaque mois. Tous les travailleurs sont très remontés par cette affaire d'AMU qui ne résout aucun problème en réalité. Je te donne par exemple pour les verres médicaux. AMU prélève des centaines de mille chez les agents, mais ne donne que 60 000 francs pour les verres médicaux. Si tu portes des verres à double foyer progressif, c'est 280 000 à 240 000 à Lomé. Si on te donne 60 000, tu fais quoi avec? Je relis cette partie de la phrase. Si je te donne un exemple pour les verres médicaux, AMU prélève des centaines de mille chez des agents, mais ne donne que 60 000 francs pour les verres médicaux. Si tu portes des verres médicaux à double foyer progressif, c'est-à-dire de 120 000 à 240 000 francs à Lomé, AMU te donne 60 000. Tu fais quoi avec ça? Pendant ce temps, au Sénégal, ça s'appelle CMU là-bas. Le coût d'adhésion est de 7 000. Je vous donne les exemples des pays. Au Sénégal, c'est 7 000 francs par an. En Côte d'Ivoire, c'est 1 000 francs par mois. Ça fait 12 000 pour la sécurité sociale. Au Bénin, c'est 16 000 francs par an.
16 000 francs par an. Au Ghana, c'est 2 500 francs par an avec une carte d'assurance que tu as et qui te fait soigner partout. Donc, voilà. Donc, au Togo, c'est l'employeur qui paie 5% et l'employé paie 5%. C'est déjà assez. Et donc, pour les personnes ayant la capacité de cotiser, cette cotisation est subventionnée par l'État à hauteur de 50%. Pour les personnes indigentes, la cotisation est prise en charge à 100% par l'État. Ça, c'est au Sénégal. Et puis, il faut préciser que c'est volontaire. Donc, ce n'est pas obligatoire pour les travailleurs. Les élèves sont pris aussi en charge en raison de 4 700 francs. Hein? L'État prend en charge 3 500 francs. Au Bénin, 16 000 francs par an pour les adultes, subventionnés pour les plus vulnérables à hauteur de 100% et environ 40% pour les moins nécessiteux. Pour les travailleurs du secteur formel, l'employeur prend au moins 80% et l'employé le reste. Ferdinand, imaginez ce qui se passe dans notre pays. C'est du vol. En Côte d'Ivoire, c'est 1 000 francs par mois, donc 12 000 francs par an. Et tu as droit à 70% des frais médicaux. Il y a un régime d'assistance médicale qui est non contributif destiné aux ménages aux faibles revenus et pour ces ménages, l'État finance les cotisations en offrant une couverture totale des soins. Ferdinand, voilà 3 exemples d'AMU de 3 pays différents que je t'envoie pour pouvoir comparer ce qui se passe au Togo. Tous les Togolais aujourd'hui ne savent pas, ne se retrouvent pas dans cette histoire d'AMU. J'ai une amie qui a payé 70 000 francs, qui a prélevé 70 000 francs par mois. Une autre 69 000 francs par mois. C'est inimaginable. Maintenant, ils prélèvent aussi sur toutes les primes. Bref, sur tout ce que tu fais et qui sera payé, on prélève AMU. Même sur les cadeaux que l'État donne pour le départ à la retraite, on prélève l'AMU. On prélève même l'AMU sur le 13e mois. Quelqu'un qui paye jusqu'à 840 000 francs d'AMU par an. Si on te prélève 70 000 francs par mois ou 80 000 francs, tu peux aller à 840 000 francs tu peux aller à 800 000 francs par an. Quelqu'un qui paye jusqu'à 840 000 francs d'AMU par an, ils ne sont même pas capables de lui faire des lunettes progressives. Pas même 100 000 francs. Mais ils lui prennent 70 000 francs chaque mois. C'est du vol à ciel ouvert. Le Togolais a tellement peur aujourd'hui qu'il en souffre, mais n'arrive pas à parler. J'ai l'impression que le Togolais ne sait même pas, ou alors certains Togolais ne savent même pas qu'au-delà de leur salaire mensuel, on leur prélève AMU sur tout ce qui est revenu ou gain au service. C'est inadmissible et incompréhensible. Et puis, ils prélèvent ça sur la pension des retraités aussi. Pendant ce temps, on n'a jamais fait des comptes à personne, devant l'Assemblée nationale, ni devant le peuple. Pour dire combien l'AMU a rapporté depuis sa mise en place, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qu'on peut corriger. Autre anomalie, il y a un ministère de la Santé universel, mais l'AMU, donc les services de l'AMU ne sont pas logés dans ce ministère, mais logés à la Caisse nationale de sécurité avec la patronne comme Ingrid Awadé. Un service dont on ne rend compte à personne. AMU est une grande escroquerie qui ne dit pas son nom. Comparé à d'autres pays de la région cités plus haut, comment on peut expliquer cela? Pendant qu'un État comme la Côte d'Ivoire paye 1 000 francs par mois et que personne ici au Togo, les gens payent des centaines de mille par mois pour AMU. Et ce qui est encore plus grave, il y a plusieurs gammes de produits qu'ils ne prennent même pas en compte. Pour aller à une cotisation chez un spécialiste, il faut aller faire les formalités sur formalités à la Caisse nationale de sécurité sociale, malgré tout ce qu'ils prennent. Aujourd'hui, la question réelle est de savoir ce qu'ils font avec tout cet argent. D'autant plus que dans certaines localités, des parents sérieusement malades font appel à leurs enfants pour cotiser et payer leurs soins. Alors qu'on prend beaucoup d'argent pour soi-disant couvrir les besoins de la population paysanne. Comment expliquer à cette population qui s'en va toujours à l'hôpital pour payer les frais? De Tiankassé à Saint-Kassé, aucune population rurale ne te dira qu'elle connaît AMU et qu'elle profite de ses services. Pour camoufler tout ça, ils organisent par moment des consultations foraines, les opérations des yeux, des dents et tout ça, des opérations foraines où ils vont par moment vers les populations urbaines, genre leur dire qu'ils sont dans la logique de l'AMU. Non, c'est du mensonge. Ce n'est pas le but de l'AMU. AMU, dans les hôpitaux et dans les centres de santé et enfin dans les pharmacies. Si au moins cet argent a permis d'améliorer le cadre des soins, et aussi, on peut comprendre, mais rien n'a changé. Ce qui veut dire que nos dirigeants escroquent leur population
et on ne sait pas où va cet argent. Chaque jour, ce sont des faux communiqués de propagande qui fusent de la Caisse nationale de sécurité par rapport à AMU. Tantôt, ils ont pris en charge les veuves, tantôt les orphelins, tantôt les élèves. On se demande finalement sur quelle base ils connaissent ces orphelins et les veuves. Bref, AMU est une opacité totale. Tout compte fait. Trop, c'est trop. Ils en prélèvent trop. Il faut que les Togolais réagissent. Les Togolais ont démissionné de leurs responsabilités. Aucune société d'État ne rapporte rien à ce pays. C'est la population qui doit payer pour se prendre en charge. Trop, c'est trop. Le Togo ne peut pas dire que c'est 10 ou 15 000 personnes par an. Mais voilà quoi. Donc, voilà le coup de gueule de ce compatriote par rapport au dossier AMU. Voilà, on a des sociétés d'État. Personne ne sait ce que ces sociétés d'État rapportent. Il y a cela 1 an, il y a les responsables de Togocom, YAS, qui ont fait un communiqué tout sourire en disant qu'ils ont versé à l'État togolais 14 milliards en 4 ans, alors que quand la société n'était pas encore privatisée, Togocel seul versait 34 milliards par an. À l'époque, quand Togocel n'était pas encore privatisé, Togocel seul versait au moins 34 milliards par an à l'État, dans les caisses de l'État. Mais depuis que la société est privatisée, c'est-à-dire les 2 groupes sont privatisés, les nouveaux patrons ont déclaré, tout sourire, qu'en 4 ans, ils ont versé 14 milliards au trésor. Dieu seul sait où part tout cet argent qu'ils engrangent au Togo. Et cette question, il faut la poser à Sina Lawson, à qui le DG de YAS rencontre chaque soir, et au-delà de Sina Lawson, Faure Gnassingbé, qui sont les vrais bénéficiaires de la privatisation de cette société Togocel et Togocom en YAS, et ça leur permet de faire tout le désordre qu'ils sont en train de faire dans le pays. On continue. Alors, je vais parler des facts dans la continuité de ce que j'avais dit sur les actes que Mme Nyakadé lui a posés. Je vous avais parlé des décrets qu'elle avait eu à prendre, comment elle a amélioré les frais de mission des militaires. J'avais lu ces frais de mission-là. Entre autres décrets qu'elle avait pris, il y avait l'avant-projet de loi portant statut du personnel des FAT. Vous savez que le statut des FAT avait été, je pense, travaillé dans les années 2007 déjà, mais lorsque Kwacha a été déchu de son poste, les débats n'ont pas évolué et les dossiers étaient laissés en vrac. Elle a repris ce dossier-là qu'elle a travaillé et qui devait, la loi portant statut du personnel militaire des FAT a été revue pour l'aligner sur les exigences, le contexte sous-régional, tout en respectant la volonté de prendre en compte toutes les préoccupations des personnels militaires, masculins et féminins, et pour le bien-être des militaires. Donc, elle a eu à travailler sur ce dossier. L'arrêté fixant les indemnités allouées au personnel des armées lors des missions effectuées à l'intérieur du pays, j'ai parlé aussi de ça, j'ai lu même les frais de mission. Et puis, le décret du 20 octobre 2022 portant déplafonnement de la grille indiciaire dans le cadre, dans les forces armées. Et ce décret, je l'ai retrouvé, la grille indiciaire déplafonnée. Donc, on voit bien, c'est un décret du 28 octobre. Le président a arrêté en application du décret du 14 décembre 2015 portant modalité commune d'application du statut général de la fonction publique régularise et fixe le déplafonnement de la grille indiciaire des personnes militaires, des forces armées et de sécurité des forces armées. La grille indiciaire déplafonnée est fixée dans le tableau joint en annexe au présent arrêté. Le présent arrêté prend effet à compter du 1er novembre 2022, abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Le secrétaire général pour l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel. Signé, c'était Mme Nyakadé. Et donc, on voit ici toute la grille de la ligne indiciaire que je ne saurais lire parce que c'est trop long et c'est trop spécifique. Je pourrais l'envoyer à ceux qui ont envie de lire et de comprendre ce que cette dame a eu à faire lors de son passage au ministère des Armées, où elle a entamé des réformes qui sont aussi des réformes structurelles, améliorer le cadre de vie des militaires, changer les casernes, moderniser les casernes, construire des centres de santé,
Mais aujourd'hui, comme elle est en bisbille avec le régime envoie ses sbires, les mêmes individus, venir dire qu'elle n'a rien fait, elle n'a été inutile à rien. Elle a laissé également, selon les informations que j'ai eues de la part d'un corps habillé, un rapport de son passage au ministère sur la table de Fonya Singbe, un rapport sur toutes les orientations qui devaient être faites au niveau de l'armée, un rapport, un bilan et les perspectives après après des semaines et des mois de réflexion. Et ce rapport est toujours dans les tiroirs. Fonya Singbe peine à le mettre en œuvre. Donc, les officiers peuvent aller chercher ce rapport, le lire et demander à leur patron qu'est-ce qui est dans ce rapport, qu'est-ce qui a été dit dans ce rapport. On continue. Je reviendrai sur ce dossier. On va parler de l'état de la route Sokodé-Aouda. J'ai des images de ce matin que je vais vous montrer. L'état catastrophique de la route Sokodé-Aouda, c'est une route qui est totalement abîmée. Et voilà, la nationale numéro 1 qui sert de route pour desservir les pays du Sahel et qu'on vante tant. Hein. Je vous ai toujours dit qu'en matière économique, le port autonome de Lomé dépend exclusivement de la nationale numéro 1. Sans la nationale numéro 1, le port autonome de Lomé ne serait pas viable. Mais la route nationale numéro 1 est totalement défectueuse à plusieurs endroits, même à Détikopé ici, à partir de Tikronou-Kondi, vous voyez la route est dans un état lamentable. Vous roulez, la route n'est pas réglementaire, il y a des bosses, des petites bosses sur la route. Si vous ne tenez pas bien votre volant, vous allez, vous allez dérouter, si je peux parler ainsi. Et donc, ces dégradations ponctuelles se retrouvent un peu partout. Voilà l'état de la route, Sokodé-Aouda. L'état de la route, Sokodé-Aouda. Et on voit bien qu'elle a été décapée totalement pour être je ne sais pas, rénovés. Et depuis, ils ont disparu avec les machines. Ils ont disparu avec les engins. Ils ne sont plus là. Et tous les jours, les gros porteurs ont toutes les difficultés à circuler. Ce matin, il y a eu 2 accidents à 2 points différents de 2 gros porteurs sur cette route-là. Et voilà la route, la nationale numéro 1. Voilà. Ford nous a promis l'autoroute. Voilà ce qu'il nous a laissé. Voilà ce qu'il nous a laissé comme route. Il nous a promis l'autoroute. Et voilà ce que l'autoroute, voilà l'autoroute de Fonya Singbe. Il y a plusieurs vidéos, vous allez voir les gros porteurs qui sont totalement à terre. Vous voyez ça? Voilà. Voilà la route Sokodé-Aouda. Cet accident a eu lieu ce matin. Voilà, le Titan a déraillé, a dérouté. Et il y a d'autres, hein. Il y a plein d'autres vidéos. Voilà. Voilà l'état de la route. Voilà comment les gros porteurs souffrent. Et ça, c'est la seule route qu'on a pour desservir un pays du sud vers le nord. Avec toutes les richesses que nous avons, on a été incapable pendant 60 ans, non seulement d'élargir la route que les Allemands ont laissée, mais d'en construire une nouvelle. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Voilà une autre partie de la route qui a été bitumée, mais qui part en vrille parce que le goudron n'est pas de bonne qualité. Une autre partie de la route qui est en pleine déconfiture. En pleine déconfiture. Voilà une autre partie de la route qui est en pleine déconfiture. Alors, nous allons donc parler du dossier de la TVT.
avant d'aborder le dernier dossier de ce live, le dossier de la TVT. Voilà. La TVT, un scandale d'État. Un scandale d'État. La TVT, un scandale d'État. Alors, nous avons tous suivi la dernière fois les soucis au niveau de la TVT avec le limogeage de son directeur et tout ce qui a suivi par après. Alors, quand on gère un pays comme une épicerie de quartier et que les médias d'État ne font preuve d'aucune indépendance, indépendance entre griffes, hein, et qui travaillent toujours sous l'emprise des décideurs, et que ce soit des médias de propagande où les journalistes sont obligés d'aller chercher la carte unie ou faire preuve de zèle pour obtenir les postes, ça finit toujours comme ça. Ça part en vrille comme ça. Moi, quand j'étais encore au Togo, je pense que j'ai passé au moins 7 ans sans regarder la TVT. Je ne sais même pas où est-ce qu'elle se captait encore parce que visiblement, il n'y avait pas grand-chose à suivre sur ce média-là. La seule chose sur la TVT qui n'est pas contrôlée par les décideurs, c'est les avis de décès. Encore que. C'est-à-dire, la seule chose sur la TVT qui passe et qui n'est pas contrôlée par les décideurs, c'est les avis de décès. À part ça, tout le reste est dicté de quelque part. Il y a 3 institutions qui... Ah oui. Ouais, il y a un sujet concernant Trimoine que j'ai oublié. Je vais revenir là-dessus, après la TVT. Ah ouais, il ne fallait pas que j'oublie ça. Merci de me l'avoir rappelé. Donc, la TVT reçoit ses instructions de 3 entités différentes. Il y a la présidence de la République, en tout cas l'ancienne présidence qui est devenue le PC. Il y a la primature et il y a le ministère de la communication. Et donc, le journal qui doit passer à 20h, vous imaginez, nous sommes en 2025, hein, le journal qui doit passer à 20h sur la TVT, c'est le ministre de la Communication qui valide le conducteur, à défaut son directeur de cabinet. Si le ministre de la Communication ne valide pas le conducteur, le journal ne passe pas. Comment est-ce qu'on peut imaginer en 2025, la télévision est apparue dans les années 70 ou avant, en 2025, pour passer des informations sur une télévision publique, il faut que ce soit le ministre qui valide le conducteur. Donc, le ministère de la Communication et de la Culture, son rôle est réduit à ça. Et donc, je vous ai cité les 3 entités, la primature, la présidence et le ministère. Et le ministère est plus proche de la TVT, intervient parfois directement, soit par la ministre elle-même, ou soit par son directeur de cabinet, qui a dit à l'autre, qui l'a combattu, que la primature, la présidence aussi. Du coup, à l'origine de cet incident, il y avait déjà d'autres problèmes que je vais vous lire tout à l'heure. J'ai recueilli des témoignages venant même de la boîte. Mais à l'origine de cet incident, il y a eu un reportage au Japon. Vous savez que lors du sommet au Japon, il y a eu 2 événements. Il y avait le sommet des chefs d'État et des chefs de gouvernement à Osaka, et puis il y a journée culturelle, je ne sais pas quoi, qui s'est déroulée à Yokohama, exposition universelle à Yokohama. Donc, il y a 2 délégations qui sont parties dans 2 destinations différentes. Une première destination avec Foy Gnassingbé à Osaka et une autre destination avec les opérateurs économiques et quelques artistes à Yokohama. Et donc, la foire Togo 2000, c'est ça qu'ils appellent la CETEF, le centre d'exposition de quoi, voilà. CETEF était de cette aventure à l'exposition universelle. Sauf que la CETEF ou le CETEF
n'a pas voulu voyager avec des journalistes de la TVT. Ils ont sollicité les services d'une agence indépendante qui est allée avec eux là-bas filmer tout. Leur séjour, toutes leurs activités. C'est l'agence qui s'est occupée de filmer tout ça. Et donc, quand ils sont revenus à Lomé, l'agence a monté l'élément, a monté tous les éléments, et le CTF a remis la bande au ministre du Commerce, qui est leur patron hiérarchique, parce que le CTF, la fois Togo 2000, dépend du ministère du Commerce et de la Promotion, je ne sais pas quoi, le ministère du, je ne sais plus comment on l'appelle. Donc, il remet la bande à Mme Chambiani Mivedor, qui, elle autre, envoie la bande à son collègue, Mme Kuigan, puisque c'est elle qui valide pour publication. Donc, elle envoie la bande, l'élément, à la ministre de la Communication pour publication, et elle a attendu, il n'y a pas de réponse, la ministre n'a pas réagi, et pourtant c'est son collègue. Donc, ne voyant pas venir de réponse de la part de Florence Kuigan, Mme Mivedor va saisir la présidence. Va saisir la présidence avec la bande pour leur expliquer que, voilà, il y a cet élément-là qu'elle a demandé être diffusé sur la TVT, mais Kuigan n'a pas donné suite. Alors, la présidence, par l'intermédiaire de Sandra, envoie l'élément à la TVT pour diffusion. Mais comme le conducteur doit être validé par la ministre de la Communication, lorsque le conducteur a été envoyé à la ministre, elle a demandé que l'élément ne soit pas passé à 20h. Donc, évidemment, l'élément n'est pas passé à 20h. Donc, on a fait le journal normalement, et malgré le fait que ce soit Sandra qui a envoyé l'élément, vous voyez, c'est une guerre de femmes. Hein? Vous voyez ce qui se passe là. C'est les femmes que je citais autour du PC. Donc, elle envoie, malgré le fait que c'est elle qui envoie, Kuigan n'a pas accepté. Ils ont enlevé ça dans le conducteur. Ils ont enlevé ça dans le conducteur. Et là, Joseph ne comprenait rien parce que lui, il avait la pression de la présidence. Donc, à 22h, la question, Joseph a demandé de diffuser l'élément. Et la ministre a dit au rédacteur en chef, ou je ne sais pas qui, celui qui s'appelait Chakbera, de ne pas diffuser l'élément. De ne pas diffuser l'élément. Et donc, il y a eu des problèmes parce qu'ils ont demandé de reconduire seulement le conducteur de 20h, de ne pas diffuser l'élément de Yokohama. Donc, à 22h, Joseph Amega insiste pour la diffusion. Son rédacteur en chef, Chakbera, s'oppose parce que lui, il reçoit directement les ordres de la ministre. Alors, le rédacteur en chef reconduit le conducteur de 20h et en plein journal, Joseph, qui n'était pas d'accord, parce que lui aussi il recevait les ordres d'ailleurs, il demande à ce qu'on arrête la diffusion du journal et il fait couper la diffusion du journal. Il rentre dans le studio, ça a tapoté, il y a eu des altercations, des chamaillements, les gens se sont... il y a des éclats de voix, tout ça, se sont engueulés. Et du coup, ceux qui suivent la TVT, à 22h, la télévision a basculé au noir, les écrans ont basculé au noir et puis après, une musique est arrivée. Alors, comme le régime de Faure Gnassingbé est tellement frileux, comme la télévision a basculé subitement au noir et que ça a commencé à diffuser la musique, ils ont cru que c'est un coup d'État qui était en cours. Du coup, ils ont alerté tous les chars dans la zone qui se sont rapidement dirigés vers la TVT. Ils ont bouclé la zone avant de se rendre compte que c'est un problème, c'est une chamaillerie interne parce qu'ils avaient cru que c'est des éléments venus de quelque part qui ont pris la télévision, qui ont coupé le signal. C'est ce qui s'est passé. Et donc, c'est d'où est partie cette histoire de rumeur, cette rumeur de coup d'État en fait. Donc, ils ont cru que c'est des gens qui sont rentrés dans le pays ou bien des gens qui ont commencé par prendre la télévision. Donc,
ils ont mis en mouvement les unités qui étaient chargées de protéger la télévision, les chars, tout ça rapidement, avant de se rendre compte que c'est ce qui s'est passé. Alors du coup, après cet incident, la ministre convoque, je pense, le directeur qui refuse de se présenter parce que le directeur, Joseph Amégan, qui est aussi membre de UNI, a pour protéger Ingrid Awade. Je mets bien les protagonistes pour que vous voyez ce qui se passe. Tout ça, c'est les femmes. Donc, Joseph Amégan, membre de UNI, sa protectrice, c'est Ingrid Awade. Et Kwiga, avec son décès, eux, ils gèrent avec le rédacteur en chef. Et puis, Sandra aussi, de temps en temps aussi, je pense, intervient auprès de Joseph Amégan. Donc, c'est une guerre entre ces femmes-là qui a dégénéré. Et donc, finalement, Joseph ne s'est pas présenté à la convocation de sa patronne, qui a pris un arrêté pour le limoger et a envoyé Franck Bissité aller lui tendre l'arrêté au boulot avec sommation de quitter son bureau immédiatement. Franck Bissité qui s'est déplacé au bureau à la TVT pour voir Joseph Amégan. Joseph Amégan étant dans son bureau a dit qu'il n'était pas là, a refusé de le recevoir et les choses sont allées dans tous les sens. Alors, c'est une boîte à problème depuis des années. Et selon les témoignages que moi j'ai recueillis, il apparaît que depuis le départ de Yovo-Devi, la direction de la TVT a été assurée par un certain M. Epé. Il était un directeur par intérim. Il est resté pendant 3 ans et lui aussi n'a pas voulu partir. Et après sa retraite, il s'est fait un contrat avec l'appui du